L'histoire de Dan Brown. C'est-à-dire Dan Brown est un des personnages de mon roman, qui a acheté chez le bouquiniste toute la ratatouille occultiste, etc. et l'a prise au sérieux. La ratatouille occultiste. Oui, elle l'a prise au sérieux. Non, mais ce qui est terrible, c'est que vous montrez qu'on ne peut pas résister à ça. C'est-à-dire que même quand on le réfute, je vous cite, pourquoi même quand on le réfute, le code, le Da Vinci Code, s'auto-reproduit-il? Parce que les gens sont assoiffés de mystères et de complots. Je crois que c'est là ce qui préoccupe l'Église, dites-vous. La croyance au code et à un Jésus différent est un symptôme de déchristianisation. Quand les gens ne croient plus en Dieu, disait Chesterton, ce n'est pas qu'ils ne croient plus à rien, mais qu'ils croient à tout, même aux mass médias. Oui, mais allez sur Internet et voyez les milliers et milliers de sites qui essayent de vous démontrer que le 11 septembre a été un complot, ou des Juifs, oui. ou de la CIA, etc. Ce qui est évidemment contre toute vraisemblance, mais les gens ont besoin de croire qu'il y a quelque chose Alors vous, au contraire, vous vous opposez à ça. C'est vrai que beaucoup de ces textes sont inspirés. C'est une maladie mentale. C'est pas par hasard que la théorie du complot, c'est le premier instrument de dictature. Nous sommes les victimes d'un complot universel qui sont les démocraties, qui sont le capitalisme, qui sont les juifs, qui sont le communisme. Il faut toujours trouver un complot pour pouvoir se libérer de toute responsabilité et l'attribuer à quelqu'un d'autre. Beaucoup de ces textes sont inspirés, on le comprend au fond, par votre refus de croire des fariboles. Question, est-ce que vous sentez... Comment vous situez? Est-ce que vous êtes un sceptique, un incroyant, un mauvais esprit, un libertin de la pensée? Vous êtes plutôt du côté de Voltaire? Enfin, vous vous situeriez où, intellectuellement, aujourd'hui, face à toutes ces choses, toutes ces imbécilités qui nous cernent et qui nous assiègent? Je parlerai, si vous voulez, de scepticisme, mais dans le sens le plus courant du mot. Vous savez qu'ils existent dans tous les pays ces skeptic societies qui sont justement contre toute la croyance dans le soucoupe volant, dans l'évocation des morts, etc. Donc ce sont là scepticisme. Le terme qui désigne un homme qui croit quelque chose seulement s'ils en trouvent des épreuves, s'il peut démontrer. Dans ce sens-là, il faut être sceptique. D'ailleurs, je suis né dans une ville sceptique par excellence. Alessandria, oui. Dans 2 jours, on va présenter une exhibition consacrée à ma ville, à la mairie au Panthéon. Et on m'a demandé de parler de demi-heure. Je parlerai justement de... Une demi-heure? Oui. Ouais. De cette attitude sceptique. Est-ce que c'est sceptique ou critique? Je vous trouve plus critique que sceptique. Vous n'êtes pas si sceptique que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la différence entre critique et pour critiquer quelque chose, vous ne devez pas tomber victime de la passion qu'il vous inspire. Et après, vous commencez à la considérer. Alors appelez ça scepticisme. Question, mais on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même encore 2 questions à vous poser importantes. Vous êtes né en 1932 sous le fascisme mussolinien. Je voudrais savoir rapidement quel est votre sentiment sur l'affaire Günter Grass. La conscience de la gauche allemande, le prix Nobel de littérature, révèle qu'il a été engagé très jeune, mais enfin bon, dans la Waffen-SS. Vous avez subi ça, autrement évidemment. Comment vous jugez ça? On m'avait demandé un article pour le New York Times. Je ne sais pas s'il a été publié ou non, parce que j'ai raconté mon histoire en lieu de celle de Günter Grass, mais spécialement pour expliquer aux Américains qu'est-ce que ça voulait dire être un jeune homme italien ou allemand à l'époque. Moi, j'étais plus jeune. La guerre est finie, que j'avais 13 ans et demi. Mais j'ai eu la même éducation patriotique, etc., typique d'une dictature. Mais qu'est-ce que j'ai eu? Le fait qu'en juillet 1943, le roi a chassé Mussolini. Mussolini est rentré en septembre. Mais pendant ces 3 mois, il y a eu une presse libre. J'ai découvert qu'il y avait des partis politiques. J'ai entendu les premières critiques sur la dictature. C'est-à-dire, j'ai eu, à l'âge d'11 ans, pour 3 mois, juillet, août, septembre, une révélation qui m'a fait comprendre tout ce qui s'était passé auparavant. D'autant plus, la dictature fasciste, qui était un culte,
permettait par exemple la circulation des bandes dessinées américaines. Et j'ai appris en lisant Mickey Mouse, journaliste, qu'est-ce que c'était la liberté de presse et la fonction d'un journal qui se battait pour la liberté d'information. Un jeune Allemand, même s'il avait 3 ans plus que moi, n'a pas eu ces possibilités de découverte de ce qu'il y avait en Allemagne. Et les bandes dessinées c'est pas l'armée. Ils n'ont pas eu la chute de Mussolini. Donc, j'imagine que pour un jeune homme de 17 ans, il avait vécu toute sa vie sous la propagande nazie. C'était très difficile de comprendre qu'il y avait quelque chose d'autre. Rentrer dans la Waffen-SS, c'est pas tout à fait subir la propagande nazie, c'est un acte d'engagement. Je ne peux pas juger ce qu'il a fait, un jeune Allemand à l'âge de 17 ans. Je peux au maximum dire qu'il a été un peu bête de le dire seulement maintenant. Voilà. Dernière chose, vous que j'ai connu si joyeux, un roman sur ça. Vous que j'ai connu si joyeux, je trouve que vous parlez beaucoup de la mort, notamment à la fin. C'est la seule condition pour être joyeux. Je commence à soupçonner que la tristesse qui m'envahit à la pensée qu'en mourant je perdrai mon trésor d'expérience ressemble à celle qui me saisit à la pensée qu'en survivant je finirai par me lasser de cette expérience oppressante, fanée et peut-être moisie. Non, écoutez, je suis un philosophe. J'ai fait l'université de philo. Vous savez que la première chose que les philosophes apprennent, c'est que tous les hommes sont mortels. Et qu'il faut faire, que l'être humain doit faire, tous les hommes et toutes les femmes, et que l'être humain doit régler ses comptes avec le fait qu'il doit mourir. Donc pour un philosophe, réfléchir sur la mort et sur sa propre mort, c'est une activité quotidienne. Merci Umberto Eco. Il est temps de rejoindre Lionel Nakache.